La direction financière de demain, les directions financières de demain, donc grande séquence absolument passionnante. Et là, on va rentrer dans les nouveaux métiers de la finance qui se préparent aujourd'hui. Karine Picard va nous accompagner. Salut Karine. Bonjour. Directrice générale d'Oracle pour la France. Et Sébastien Maquet. Salut Sébastien. Bonjour. Directeur financier du groupe Louvre Hôtel. Alors Sébastien, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'enregistrement de l'ensemble de ces séquences, c'est que les financiers sont quand même très structurés. Voilà. Et quand tu leur demandes de réfléchir à un truc, voilà, tu te retrouves avec un résultat analytique. Hein. Et donc Sébastien, tu as fait de l'analytique sur, on va dire, le portrait robot. Tu as 5 tendances sur le portrait robot du financier de demain tel que tu l'imagines. Donc vas-y tranquillement. En fait, ce qu'on observe depuis 2 ans, depuis la crise, et ce qui est en émergence, c'est le financier il doit automatiser les tâches. Ouais. 2, il doit élaborer des processus et des scénarios de plus en plus complexes. Ouais. 3, il doit renforcer la conformité fiscale et réglementaire. 4, il est dans l'évaluation en temps réel de la performance. Le temps réel, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est absolument nécessaire. Et puis 5, ça c'est mon côté financier, évidemment, il doit savoir gérer le cash. Ça tu crois, alors justement la gestion du cash, c'est pas quelque chose, ça a été évidemment au cœur de la crise Covid. Cash has never been so much king. Cash is king. Voilà. Empereur. Voilà. Et Olivier Novasque, dans une autre des séquences qu'on vous propose avec SideTrade, nous insiste énormément là-dessus. Mais c'est pas une période qui va se refermer, ça, l'obsession du cash. À partir du moment où on va rentrer quand même dans des cycles qui vont être moins violents. Je crois pas. Je pense que l'automatisation en temps réel, le fait d'être dans la conformité fiscale et réglementaire. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ça, à la fin, tu as quand même besoin de ces éléments-là dans la gestion du cash. Ouais. Le temps réel pour le cash, c'est absolument nécessaire. On est d'accord. Peut-être que ça va se refermer, mais d'abord, ça va rester un peu là. Et puis, de plus en plus, moi, je suis dans un métier de retail, en fait. Le besoin de savoir où est le cash, de le tracer, de le remonter pour le mettre ensemble et avoir en fait des poches de cash qui te permettent d'aller faire des investissements, c'est absolument clé. Oui. C'est absolument clé. Ça colle, oui, c'est vrai. Ça colle avec la nécessité alors c'est ce fameux mot d'agile, et donc d'aller très très vite investir là où il faut investir. Oui, il faut déployer. Et pour déployer, il faut savoir où c'est. Automatisation, scénario compliqué, conformité, évaluation de la performance en temps réel. Gestion du cash. J'adore ces 5 points. Karine, qu'est-ce que tu penses de cette analyse du profil du financier du futur tel que Sébastien nous l'offre? Je pense qu'il est complètement aligné par rapport déjà à la digitalisation des produits que nous on offre. Donc on voit bien qu'il y a une demande d'automatisation, que ce soit sur le RP, sur le PM, le RPA. Donc tout ça, il est clair qu'il y a de l'automatisation. Donc normalement, il faut que les comptables, que les directeurs financiers comprennent cette automatisation aussi, parce que ce n'est pas simplement que c'est automatisé. Il faut qu'il y ait une culture du système d'information, une culture de l'IT, une culture de l'intégration aussi, puisqu'il faut comprendre avec tous les systèmes avec lesquels on discute. Donc évidemment que l'automatisation est importante. Je pense qu'il y a de plus en plus de données aussi qui sont disponibles avec les référentiels qui s'unifient, les systèmes interconnectés. On le voit dans votre projet, je veux dire, il va y avoir une masse de données encore plus importante disponible. Donc il faut pouvoir la structurer, cette donnée, et en plus en temps réel, pouvoir l'analyser rapidement. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître des profils de FP&A, Financial Planning and Analysis, c'est-à-dire que le comptable d'origine, on va de plus en plus vers la définition anglo-saxonne du financier contrôleur. Oui, mais alors attends, tu me fais toutes les étapes de notre discussion. Ah pardon, excuse-moi. Non, mais alors allons-y sur... T'insistes beaucoup là-dessus, Karine, et moi je trouve ça très très intéressant, sur une sorte de profil biface. Je l'ai dit dans 2-3 autres séquences, le sentiment que j'ai en vous écoutant tous, c'est que peut-être il y a quelques années, je parle sous ton contrôle, on s'est dit en fait digitaliser l'entreprise, ça va être comme digitaliser le foyer, on va faire du plug and play, tout va fonctionner comme un iPhone, ça va très bien se passer et on reste focus sur le métier. En fait, c'est pas vrai.
Toi, voilà. Non, parce qu'on s'aperçoit, alors sur les projets finance, il faut vraiment que que le financier comprenne l'IT, comprenne la donnée, comprenne les systèmes. Je pense qu'on a peut-être mis en place beaucoup de solutions niches au début, tu vois, un module expense, un RPA d'intégration, un petit robot. Ouais. Donc ça peut être managé par une ou deux personnes qui comprennent un peu la technologie. Mais en fait, si on veut vraiment refondre son système financier, l'IT et la finance sont indissociables. Et on le voit que c'est un problème, par exemple, sur les projets RH. Parce que les directions RH sont beaucoup moins dans l'IT, la donnée, que les directions financières. Tu dis très justement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de demander ce qu'il veut à l'éditeur. Oui. Il faut qu'il comprenne où il veut arriver, comment on fonctionne aussi pour qu'on puisse le traduire. Mais ça veut dire que vous, ça veut dire aussi que, alors c'est une banalité, mais quand même, sur 10 ans, vous avez complètement transformé votre business model. Avant, en gros, tu n'avais pas le choix, tu achetais la solution d'Oracle et puis tu t'essayais de faire rentrer ta chaussure dans la solution d'Oracle. Et maintenant, c'est l'inverse. Oui, même si le SaaS, c'est quand même de la standardisation. Ouais. Mais en revanche, le fait qu'on fait des releases tous les 3 mois, il y a 80% de ce qui vient dans nos releases, ça vient des clients. Parce qu'en fait, c'est eux qui comprennent ce qu'il faut et qui comprennent les additions qu'on doit faire, l'intelligence artificielle, où est-ce qu'il faut qu'on la mette. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges dans la construction de la roadmap que ce qu'on avait avant. Alors, alors justement, on va parler de ces FP&A managers là. Est-ce que le contrôleur de gestion, parce que c'est lui qui, j'ai l'impression, est le pivot un petit peu du truc, va devenir un data scientist? Oui. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'il manage la data, qu'il la comprenne, d'où elle vient, où elle va. Oui. En fait, déjà, le FP&A, il doit savoir parler au chef de projet. Tu l'as évoqué, Karine. Et il doit savoir parler au data analyst. C'est pas forcément pile poil les mêmes compétences. Ouais, voilà. D'accord ? Donc, c'est un peu 3 métiers différents qui sont complémentaires. Le chef de projet, c'est lui qui va faire l'interface entre les directions financières, les directions de l'IT et l'éditeur. Donc il doit être fonctionnel, IT, et comprendre un peu la solution. Il n'y en a pas beaucoup. D'abord, un chef de projet d'expérience, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne un projet. Et on n'est pas en mode projet comme en mode normal. Projet, il y a une gouvernance de projet, et donc on observe que les contrôleurs de gestion, parfois ils passent chef de projet, il faut qu'ils soient formés. Donc ça demande un exercice sur soi. Ensuite, le data analyst, il faut être formé à la data, à la structuration de la donnée, à la massification de cette donnée. Il faut avoir un peu une approche statistique. Il faut d'abord il faut savoir comment est-ce qu'elle se forme, comment elle se gouverne. Ouais. Et ça demande aussi une formation. Ouais. Et puis le FP analyst... Et donc ça veut dire que tu continues à penser, toi, qu'il y a des gars qui vont être spécialisés là-dessus, point à la ligne, quoi. Voilà. Oui, mais après je pense que tu as une majeure et une mineure. Tu as une majeure et une mineure. Il y a des FP&A qui seront un peu chefs de projet, et puis il y a des FP&A qui seront un peu plus data analystes, et il y a des data analystes qui auront été un peu FP&A. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi parce que la data analyst, par rapport à ce que tu disais, le FP&A, c'est aussi lui qui doit travailler par rapport à la stratégie interne et externe. Donc, il a aussi une notion de stratège, de simulation, de faire des scénarios compliqués, etc. Donc, lui, il doit travaille avec le data analyst pour savoir de quelles données il a besoin et qu'est-ce qu'on voit comme tendance, mais derrière, il doit le transformer en stratégie et en action et être très pragmatique pour avoir une discussion avec toi. Donc, je pense qu'il y a quand même un profil qui est un petit peu différent. Et FP&A, il est au contact avec le business. Hein. Et alors, vous verrez si vous regardez l'ensemble de nos séquences, mais forcément, vous regarderez l'ensemble de nos séquences. Le directeur financier de Sisley, qui est aussi, alors d'ailleurs, c'est intéressant, président de la commission scientifique de l'association des... directeur financier, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, en tout cas l'association qui vous rassemble, qui dit « Ok, on a nommé des Chief Data Officers, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi, en fait, ce ne serait pas le directeur financier qui deviendrait le Chief Data Officer. » Ce qui est un peu différent de profil de data analyst. Comment est-ce que tu vois ça, justement ? La data, au départ, elle a été gouvernée par la finance. Elle vient de la finance. Moi, je fais partie de ces directeurs financiers qui pensent que, justement, la data, elle est au-delà de la finance. En tout cas, dans notre organisation, on a un département Metrics et Analytics qui n'est pas à la finance. Pourquoi ? Parce que la data,
elle est propriété de l'ensemble de la société, notamment la RH, les équipes opérationnelles. La limiter à la finance, c'est faire... Non, c'est pas la limiter, c'était le juge de paix. Oui, mais à c'est la faire fin, t'es le juge de paix de tout. Ben oui, mais toute la data n'est pas financière. Mais c'est toi qui es le juge de paix de savoir d'abord si elle est juste, d'où elle vient, où elle va, etc., d'en avoir son contrôle, parce que de toute façon, tu contrôles tout ça. Pas toute la donnée. Non, je crois pas. Karine ? Non, parce que par exemple, la donnée client, ce n'est pas quelque chose qui va intéresser en direct le directeur financier. Donc, je pense qu'il y a des éléments de données qui, si tu parles données client, elle doit rester entre les mains du CMO, du CEO, pas forcément du CFO. Mais au départ, le CFO doit être un promoteur de cette data et faire un partenariat très fort avec un Chief Data Officer ou un département d'analyse de données. Ça, c'est très clair. Autre évolution que tu constatais, c'est alors ce que tu appelais clusterisation des business. Ouais. Je pense que, en fait, ça va de plus en plus vite. Et donc, de plus en plus, on va avoir des business qui sont clusterisés. Clusterisés, ça veut dire qu'il y a un centre fort et plein de petites cellules agiles qui vont être proches du business. Et ça, le FP&A, il a un rôle extrêmement fort à jouer parce qu'il est au contact du business et il doit faire le lien avec le central qui est fort. Et donc, il faut que dans les process, dans les organisations qu'on met en place et dans les outils, on ait à la fois cette clusterisation, cette capacité à répliquer des petits centres forts, en fait des petits business autonomes, en lien avec un centre fort qui va lui apporter justement toute la force du centre. La data analysis, elle ne peut pas être dans tous les petits clusters, elle est forcément dans le centre. La partie chef de projet, organisation, outils, elle est forcément dans le centre. Et donc il y a un lien fort entre ce cluster et ce centre fort. Et ça se retrouve dans les process, dans les organisations et dans les outils. En plus, c'est poussé par la standardisation. Absolument. Parce que si tu ne vas pas avoir des spécificités dans tous tes mini-clusters, mais tu vas avoir ce corps modèle et avec... c'est lié aussi au déploiement SaaS et à la standardisation. Exactement. Que vous recherchez tous. Alors, mais justement, j'allais te poser la question, Karine. Qu'est-ce que ça implique dans la réflexion des éditeurs ? Tout ce qu'on vient de se dire, ces nouveaux profils, cette accélération, cette information qui doit se disséminer de plus en plus vite partout dans l'entreprise ? Nous, c'est vrai qu'on embarque de plus en plus d'automatisation, ça c'est clair, d'intelligence artificielle. Après, on en discute souvent. Nous, on va pas, il y a la voiture autonome, il n'y aura pas le RP autonome. Hein, ça ne va jamais exister. Donc, on a besoin de ces gens qui vont mettre l'intelligence sur tous les algorithmes de simulation, de recommandations qu'on embarque, puisque ce sont que des suggestions. Donc après, ce que ça implique pour moi, c'est de dire, est-ce qu'il faut qu'on éduque nos clients, les directions financières, à comment on construit nos algorithmes pour qu'ils puissent prendre des décisions de manière intelligente, informée, par rapport à ce qu'on embarque. C'est plutôt ça qui nous pose question, c'est-à-dire qu'on peut embarquer de plus en plus d'automatisation, de plus en plus d'algorithmes, du temps réel, c'est de plus en plus vrai parce qu'on a des moyens d'intégration en temps réel avec la plupart des systèmes, même de drill-through entre le PM, le RP, les systèmes même de PMS et autres, on espère un jour. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle information complémentaire, en plus de nos outils, on va devoir fournir aux directions financières pour qu'elles soient mieux équipées face à l'intelligence qu'on embarque. Et il faut que tu puisses, je ne sais pas comment le dire, justifier du résultat. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il reste accessible. Il faut que le résultat auquel tu aboutis, qui est tellement important pour l'entreprise, enfin auquel aboutissent les systèmes que tu déploies, soit compréhensible. Oui, parce qu'autrement, ça devient une machine par les utilisateurs. Un peu incontrôlable. Et ça va être rejeté, en fait. Oui, ça va être rejeté ou mal utilisé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un autre niveau encore. Parce que, de manière transparente, je ne pense pas que toutes les directions financières utilisent 100% des capacités des outils aujourd'hui. Hein. Je pense qu'elles en utilisent à peu près 10 à 15%. Hein. Et il y a un gros travail de formation à faire. On a une mine d'or dans les outils qu'on a. C'est comme notre cerveau, il faut savoir ensuite l'exploiter. Oui, je pense qu'on est à 20%, comme le cerveau. Comme le cerveau. Merci Karine, merci. Tu sais Sébastien, alors, en tout cas les scénarios compliqués, la conformité et l'évaluation de la performance en temps réel, je crois que c'est un profil ça pour tous les secteurs, pour tous les métiers. Probablement. Ouais. Bien, vous continuez évidemment à participer avec nous à la découverte du futur de la finance.